On parle aujourd'hui d'une grève potentielle des joueurs parce que les joueurs jouent trop, c'est vrai. Phil Foden a joué plus de 6 000 minutes, plus de 70 matchs. Mais en fait, quand on regarde le gros des footballeurs, que ce soit en France ou à l'étranger, la plupart jouent les 34 matchs de championnat et les quelques de coupe. Il faut regarder déjà la problématique. Pourquoi est-ce qu'on joue toujours plus de matchs? En fait, bah, on veut jouer plus de matchs parce qu'il faut plus de revenus. Mais là où c'est intéressant, c'est pourquoi est-ce qu'on veut plus de revenus? On pourrait penser, les clubs veulent toujours gagner plus d'argent. Mais en fait, ils veulent avoir plus de revenus. Gagner plus d'argent voudrait dire qu'il leur en reste à la fin de l'année. Or, la plupart des clubs, voire la totalité des clubs, ils perdent de l'argent. En France, l'année dernière, à peu près tous les clubs ont perdu de l'argent. Et si tu, avant les transferts, tu te rends compte que les clubs français perdaient 869 millions d'euros. Et ça concerne tous les clubs, hein, c'est pas que le PSG, c'est pas que Marseille. Tous les clubs sont Sauf touchés. 2, je crois, si je dis pas de bêtises. Alors, chaque année, tu en as 1 ou 2 qui sortent Voilà, du lot, mais le revenu d'exploitation, il est de 10 000 euros, hein. Je sais ouais, que c'est ça. Pau et Bastia, avaient été les bons élèves, du football professionnel, mais on est en train de parler de 10 000 euros, ce qui permet pas de mettre de la trésorerie, de faire des investissements à plus long terme. Et pour te compléter, ce n'est pas une tendance post-Covid, c'était déjà le cas avant le Covid. Bah, ton point est très intéressant, en fait, c'est structurel. Les clubs de football ont toujours perdu de l'argent. Hem et en fait, tu me fais une passe décisive. Ce qu'il faut regarder, c'est que la masse salariale chargée de tout le personnel, mais il faut bien comprendre que le plus gros de la valeur, ce sont les joueurs. En fait, en Ligue 1, l'année dernière, ce sont les rapports, de la DNCG, hein, ce sont des chiffres publics, et tous nos auditeurs pourront, aller les consulter. Ça représentait 77 de tous les revenus générés par les clubs avant les transferts. Pourquoi je dis toujours avant les transferts? Parce qu'il faut se rendre compte qu'en fait, comme avant les transferts, on perd de l'argent, c'est pour ça que toutes les stars, on les vend en continu. Mais ce 77, ce qui est intéressant, c'est de se dire, là, c'est une moyenne. Si tu prends les clubs indépendamment, et tu me parlais d'avant Covid, je vais prendre la saison 2018-2019. En fait, c'est une des dernières avant Mediapro. Donc il y avait de l'argent, c'était le plus gros contrat télé signé et payé, c'était Canal+. En 2018-2019, la totalité des coûts des revenus hors transfert de Marseille et Toulouse ont été avalés par la masse salariale chargée. Mais il y a des clubs où en fait, rien que la masse salariale chargée représente plus que tous leurs revenus. Lille, c'était 112% sur la saison 2018-2019, Monaco 132%. Donc en fait, je suis d'accord avec toi, malheureusement, c'est structurel et il y a un gros travail à faire à ce niveau-là. Et je pense que c'est à un moment, c'est un cours d'économie niveau seconde. Bah, il y a des revenus, il y a des coûts, il faut les équilibrer. Voilà, et du coup, le seul moyen d'augmenter ses revenus, selon toi, alors il y a la question d'améliorer le produit, ça on en parle un petit peu dans l'émission, mais du coup, le seul moyen, c'est d'augmenter le nombre de matchs. Bah, en fait, il faut regarder très rapidement comment se décomposent les revenus d'un club. Je vais reprendre la moyenne de l'année dernière selon la DNCG. 30%, c'est les droits télé, 30%, c'est les sponsors et la pub, 10%, c'est les recettes de match, et tu as autres 30%. Alors, tu peux un peu tout mettre. Tu as par exemple le maillot que tu achètes, mais faut pas s'attendre à ce que ce soit 20%, hein, le merchandising, surtout pour le gros des clubs. Peut-être le PSG a une grosse enveloppe, mais beaucoup, beaucoup de clubs, c'est très limité. Donc, tu regardes tous ces revenus. Et en fait, le vrai levier, c'est d'augmenter le nombre de matchs. La télé, si tu as plus de matchs, c'est plus de créneaux qui sont dans la grille de programmation. C'est dans leur intérêt. Le fait d'être passé une Ligue 1 à 18, c'est 4 week-ends en moins pour les diffuseurs. Les sponsors. Bah, les sponsors, en fait, c'est quoi le business model d'un sponsor? Le but, c'est qu'on voit le maillot avec ton sponsor. Ou alors, c'est le sponsor à côté du banc de touche, sur les LED. Donc là, tu as besoin de faire de la visibilité, donc des matchs. Alors, Tim parle dans le podcast Améliorer le d'améliorer la produit. valeur. Mm. Donc, améliorer la valeur, ça peut être travailler l'activation. Par exemple, c'est dans la semaine, est-ce que le club va tourner une pub ou faire des activations sur les réseaux sociaux avec le sponsor. Mais en fait, c'est assez marginal. Le gros de la croissance passe par le nombre de matchs à ce niveau-là. Les recettes de match, bah, évidemment, ce sont des recettes de match. Et dans le autre, bah, les maillots, il faut bien voir également qu'un moment de vente privilégié, c'est le jour où tu emmènes ton spectateur au stade. Parce que Decathlon, qui est présent à peu près dans toute la France, ne vend pas forcément le maillot des clubs, en province. Vous ne trouverez pas forcément, le maillot du Mans, à Decathlon. Par contre, dans la boutique du club et parfois, en fait, une des boutiques les plus importantes, c'est celle du stade. Donc oui, si on veut augmenter les revenus et qu'on veut pas s'attaquer aux coûts, et ben, on se rend compte que
On peut toujours améliorer évidemment l'expérience au stade, mais la première problématique, c'est d'augmenter le nombre de matchs. Et ce qui est dramatique, déjà parce qu'il y en a beaucoup, voire beaucoup trop pour le spectateur qui voit du foot tout le temps, voire qui en a marre. Et deuxièmement, pour les joueurs qui jouent trop, en tout cas les meilleurs joueurs jouent trop, et d'où la réflexion d'ailleurs qu'avait ouverte Cyril Linette pendant la campagne, qui parlait d'une coupe de la Ligue sans les clubs européens. On augmente le nombre de matchs pour les clubs qui en jouent déjà 34 plus la Coupe de France. Si tu es sorti au premier tour, c'est 35 matchs dans l'année. Avec un groupe professionnel qui doit avoir souvent 20, 25, allez, disons 30 joueurs avec les jeunes parce qu'on a besoin de leur signer un contrat pro. Objectivement, ils ont besoin de jouer plus de matchs. Sauf que ce que regardent les gens et ce qui fait le gros de la valeur des droits télé, c'est le PSG, c'est Lyon, c'est Marseille, c'est Lens à la rigueur, sur les droits télé français. Or, ces clubs-là jouent déjà énormément. Mmh. Alors justement, comment en parlant des droits télé, comment est-ce qu'on définit le prix des droits télé? Est-ce que la valeur aujourd'hui du football est la valeur réelle qu'elle de ce qu'elle nous a coûté, enfin de ce qu'elle a coûté à DAZN en tout cas? Définir un prix, c'est un peu de magie. Alors, il y a plein de techniques de pricing, dont on va parler, mais à un moment, c'est une question d'équilibre. Hem, je vais te parler de 3 types de pricing et ce qui va permettre de comprendre que le but est de trouver un équilibre entre les 3. La première, elle se base sur les coûts. En fait, c'est simple, tu prends tes coûts, mais tous tes coûts, hein. Donc, les joueurs, tu prends, le personnel administratif, tu prends l'énergie, par exemple l'électricité au stade, l'électricité dans les bureaux, tu Tous prends les coups, l'investissement, c'est tu clair. prends tout ce que tu dois prendre. C'est tes coûts et tu mets une marge. Ah oui, normalement dans un business, tu mets une marge. La marge, c'est pas forcément pour, entre guillemets, «toujours plus gagner». Non, mais parfois, c'est pour avoir de la trésorerie de secours, parfois, c'est pour faire de l'investissement, ce qui est fondamental dans une industrie. On a besoin de gagner de l'argent pour investir. Donc, sur ça, on a nos coûts totaux, plus la marge qu'on souhaite mettre. On divise par le nombre de clients théoriques. En théorie, on arrive sur un prix. Ça, c'est la première méthode. Elle est très théorique, mais elle a beaucoup de sens. La deuxième, c'est de regarder ce que le client est prêt à payer. Si tu parles des droits télé, c'est intéressant de se poser la question, le client, il est prêt à payer quoi? Alors, on peut se poser la question de plein de façons. Premièrement, quelle est la valeur qu'il attribue au produit? Pour lui, la Ligue 1, ça vaut tant. Également, qu'est-ce qu'il peut payer? Grosso modo, dans les études qu'on connaît, les gens sont plutôt prêts à mettre aux alentours de 20 € pour pouvoir regarder la Ligue 1. Alors, c'est ce qu'on lit, c'est 20 € de C'est ce qu'on lit, TTC voilà, voilà. pour 20 € avec tout. Et c'est important de dire avec tout. Et je serais intéressé de savoir si les études qui avaient été faites incluaient également les magazines, les reportages. Ce qui n'est pas le cas actuellement de l'offre de DAZN, mais ils viennent d'arriver. Donc c'est compliqué en si peu de temps d'avoir une ligne éditoriale déjà très travaillée. Mais il n'empêche. Donc qu'est-ce que le client est prêt à mettre et qu'est-ce qu'il peut mettre? Parce que dans un contexte d'inflation, bah, il y a des dépenses qui sont gelées par les ménages. Or, on le voit, le divertissement, les vacances, chaque été, on l'entend, c'est la crise, bah, les gens partent moins ou alors font attention à ce qu'ils dépensent. Donc, il faut avoir ces 2 visions en tête. Et la troisième, c'est la concurrence. Qu'est-ce que la concurrence fait? Je vais te donner un exemple. Aujourd'hui, si je m'abonne à Canal, je vais avoir le cinéma. C'est 30 € par mois à peu près avec engagement. Je vais avoir le cinéma. Je vais avoir la télé en direct. Moi, je l'ai via l'appli, MyCanal. Je vais avoir le foot. Alors toute la Ligue des champions, je vais avoir un match par semaine de Ligue 1. Et ben, je vais forcément le comparer parce que, à un moment, les gens ne peuvent pas avoir et Canal et beIN et RMC Sport et DAZN et également Amazon Prime et payer, d'autres choses, aller au cinéma tous les week-ends. Les gens, ils font un arbitrage. Donc tu es forcé, à minima sur un produit égal, de regarder ce que font les autres. Alors dans la grande consommation, tout le monde joue à ça quand vous faites vos courses. Quand tu fais tes courses, tu regardes, bah, quand tu prends un gel douche, OK, celui-là il vaut tant, celui-là il vaut tant, celui-là il vaut tant et après toi tu mets la valeur et c'est là où on jongle avec ces 3 méthodes de pricing. Toi, qu'est-ce que tu es prêt à mettre? Quelle est peut-être que tu préfères telle ou telle odeur de ton dans ton gel douche et c'est peut-être là où tu vas accepter de payer quelques centimes en plus. Mais la comparaison, elle tient aussi pour le foot. C'est-à-dire que si tu dois payer la même chose pour, juste la Ligue 1 ou la Ligue des champions, à un moment, tu vas faire un arbitrage. Alors, est-ce que c'est le cœur qui va parler? Parce qu'évidemment, tu veux voir le foot français, mais d'un autre côté, tu peux te dire: «Bah, j'aimerais plutôt voir, la Ligue des champions parce que la qualité est supposée meilleure». Et du coup, ce que tu nous dis là, c'est que dans la stratégie de DAZN, aujourd'hui, ils ont fait uniquement un raisonnement par les coûts et ils n'ont pas réfléchi, par exemple, à ce que le client était prêt à payer et aussi à la concurrence qu'il y a, notamment, je pense au principal concurrent, pardon, qui est Canal+ aujourd'hui, qui, lui, a la Ligue des Champions, a des films, a des séries, a des émissions, tout ça, quoi.
Bah, c'est l'interprétation qu'on peut tirer des premiers mois de DAZN en France, oui. Un prix de 40 € par mois, pour la Ligue 1 avec 8 matchs sur 9 et aucun magazine. Oui, je confirme qu'à mon avis, ils n'ont pas eu accès aux études. Ils n'ont pas eu le temps, hein, de toute façon, il faut bien se dire les choses, hein, mais ils n'ont même pas eu accès aux études, d'intérêt réel. Et peut-être n'ont-ils pas eu le temps de regarder ce qui se faisait par le passé. Parce que Mediapro, c'est instructif. Mediapro, de tête, ça devait être 20 €, sans engagement, et il y avait même les accords avec Netflix. Enfin, ils avaient quand même réussi Avec la à Ligue des développer un Champions. certain nombre de choses. Donc oui, en effet, je pense que, et d'ailleurs l'interview dans l'équipe du directeur général France de DAZN tend à le montrer, parce qu'il parlait, alors c'était peut-être pas le directeur général France, c'était le directeur général tout court, qui parlait en fait de son break-even, qui est en gros le nombre de, clients nécessaires pour rentabiliser l'investissement. Juste rentabiliser, hein, amortir les coûts. Et c'était 1 million 5 de tête. Donc, je ne sais pas comment ils font leurs calculs, quelles sont les charges qu'ils ont mis derrière, mais en tout cas, on se rend compte que oui, ils ont d'abord réfléchi en coût. Ils ont pris le coup, ils ont mis le prix, ils ont dit: «Bon, bah, pour avoir le total, il me faut X, millions de clients». Morale de l'histoire, il faut augmenter le nombre de matchs. Et en fait, c'est là où c'est intéressant. Si on refuse de s'attaquer à la partie dépenses, il faut augmenter le nombre de matchs. Maintenant, il y a un vrai sujet. Est-ce qu'on peut continuer à avoir, des salaires pour les joueurs aussi élevés? Parce qu'en fait, si tu reprends les 3 méthodes de pricing que je t'ai données, en fait, si tu baisses le salaire des joueurs, en fait, tu peux également baisser le prix du maillot, tu peux également baisser le prix de l'abonnement télé, tu peux baisser le prix du billet au stade, tu peux baisser le prix, de la bière, du sandwich au stade. Toutes ces En choses fait, qui ce augmentent sont tous les l'attractivité. revenus qu'on peut un peu baisser, parce que pourquoi les revenus courts, sont toujours plus élevés? Parce qu'en fait, les revenus doivent toujours courir après l'augmentation, des salaires des joueurs, qui représente, c'est, un peu plus de 60 du total des coûts. Donc c'est le gros des coûts, les salaires chargés. Donc, si les joueurs refusent, et c'est là où philosophiquement je veux retourner l'argumentaire. Si les joueurs veulent jouer moins de matchs, et je pense que c'est une très bonne idée, à la fois pour leur santé et également pour l'attrait de la compétition, que les joueurs, se reposent plus, que donc les matchs soient plus intenses et qu'on en ait moins pour qu'il y ait un côté un peu exclusif. En mode: «Génial, on a un match, on est content». Alors que là, objectivement, je pense que maintenant tout le monde se rend compte, que ce soit avec les paris en ligne ou, les jeux de fantasy, il y a du foot tous les jours en Europe, tous les jours. Donc pour moi, si les joueurs, veulent jouer moins de matchs, et ils ont raison, et ben, il va falloir qu'ils acceptent de baisser leurs revenus, et je pense que la meilleure méthode, c'est de mettre un salary cap. Parce qu'en fait, il y aura toujours quelqu'un qui sera prêt à payer plus. On l'a vu lorsque le Qatar est arrivé en France, avec QSI en 2011, ils ont complètement fait exploser la masse salariale du Paris Saint-Germain. Le problème, c'est que tous les autres joueurs, à un moment, quand bien même les autres clubs n'ont pas les mêmes ressources, à un moment, on dit: «Ah, ce serait bien que ça augmente», et en fait, ça pousse tout le monde vers le haut. Et quand le deal Mediapro a été signé, les premiers à aller toquer à la porte des présidents, c'était les joueurs. On peut souvent reprocher la gestion des présidents, hein, mais quand même, les joueurs sont les premiers à se tirer une balle dans le pied. Parce que, lorsqu'un club est à 2 doigts de la faillite et qu'il est, suivi de près par la DNCG, les derniers qui sont prêts à faire un effort, malheureusement souvent, ce sont les joueurs. Et c'est une réalité, c'est le gros des dépenses. Donc pour moi, il faut mettre un salary cap qui serait à la fois de la raison et du raisonnable. Parce que objectivement, est-ce que, ça a un sens, un quelconque sens, que la plupart des joueurs du Paris Saint-Germain touchent maintenant, plus de 10, allez, je vais dire plus de 10 millions, mais je suis sûr que c'est largement au-dessus. Dernière question, est-ce que sur ce salary cap, on pourrait imaginer, des possibilités, par exemple pour les grands clubs qui souhaitent continuer à surpayer leurs joueurs, de continuer à les surpayer en échange de je crois qu'on appelle ça des luxury tax, mais c'est pas exactement ça la luxury tax, mais de payer des charges supplémentaires sur ces dépassements de salaire qui pourraient être redistribués ensuite aux autres clubs, par exemple? Alors c'est si je dis pas de bêtises, c'est ce que fait la NBA, en fait, Exactement. c'est ce qu'a dû payer Golden State pendant des années parce qu'ils respectaient pas les limites de dépenses. C'est envisageable. En fait, c'est envisageable, mais d'un autre côté, je pense que c'est dans l'intérêt de tous, à un moment, qu'il y ait cette limite. Mais mettre en place une telle taxe, déjà, à un moment, les clubs vont s'en lasser. Donc, en fait, ça, si c'est dissuasif, je trouve ça très bien. Et si ça permet de rééquilibrer le niveau du championnat pour que le delta entre le club le moins riche et le club le plus riche soit un peu plus limité,
Et bah, honnêtement, pourquoi pas? Mais à minima, qu'il y ait quand même des règles d'harmonisation pour redonner de l'intérêt au championnat. Aujourd'hui, et c'est en aucun cas une critique contre le Paris Saint-Germain, le PSG est en capacité de payer, de très grands joueurs et ce qui est génial pour le championnat. La difficulté, c'est que les autres clubs ne suivent pas. Donc la concurrence est malheureusement plus limitée. Donc il faut trouver des moyens d'aider à ce que les autres clubs rejoignent le Paris Saint-Germain. Très bien, parfait. Bah, merci beaucoup François pour cette, petite explication bonus suite à notre, épisode du COMEX que je vous invite tous à aller écouter. Allez, ciao, ciao à tous.